Le cancer du col de l'utérus touche encore trop de femmes, alors que dans 9 cas sur 10, il pourrait être évité grâce à un dépistage régulier. Si vous avez entre 25 et 65 ans, vous êtes concerné. À Cognac sur 89.9. Tour de table, Denis Charbonnier, RCF Charente. Ce rendez-vous tour de table aujourd'hui est consacré aux élections législatives sur la 2e circonscription de Charente. Les candidats sont avec nous pour nous dire qui ils sont et quelles sont leurs envies pour notre département Charente et pour le territoire français. Alors le paysage politique connaît actuellement un bouleversement inédit entre divisions, controverses, rapprochements, faux-semblants. Pour cette campagne électorale inédite, à RCF Charente et Radio Attitude, nous avons choisi de faire unité en donnant la parole à tous les candidats présents au premier tour de ces élections, quelque peu précipitées. C'est donc une émission en direct de 11h jusqu'à 12h20 et en différé ce soir de 18h à 19h20 sur Radio Attitude. Chacun d'entre vous pourra s'exprimer sans être interrompu ni interrompre les autres sur les questions de pouvoir d'achat, d'immigration et d'écologie. C'est ce que nous avons choisi de traiter dans cette émission. Sur chacun de ces thèmes, chaque candidat aura 2 minutes pour s'exprimer. Vous répondrez librement dans l'ordre officiel d'affichage sur les panneaux électoraux issus du tirage au sort de la préfecture. Et puis en fin d'émission, chacun d'entre vous pourra conclure sur un point qui lui paraît essentiel. Votre temps de parole sera marqué par un gong qui retentira au bout des 2 minutes où vous aurez donc là à conclure votre propos. La seconde circonscription de Charente englobe les cantons de Cognac, Jarnac, Charente-Champagne, Charente-Sud, Tude et la Valette et les communes du canton de Bohême-Échelle. C'est Clé, Plassacq-Roufiac, Voulgesac, Moutier-sur-Bohême, Torsac, Dignac et Serres. Cette circonscription compte près de 84 000 votants. 8 candidats se présentent à leur suffrage. Il s'agit de Barthélémy Martin. Bonjour à vous. Pardon, bonjour à vous. Ancien de la marine marchande, c'est ce qu'on sait de vous. Vous êtes Exact. soutenu par le Rassemblement national, mais que pouvez-vous nous dire de plus sur vous ? En 30 secondes. En 30 secondes. Alors, je suis le candidat non pas du Rassemblement national, mais de l'Union des droites, donc soutenu par le Rassemblement national, mais également par la main tendue d'Éric Ciotti à Jordan Bardella, qui a été reçu et avec grande humilité et grand courage par M. Bardella. Et en fait, cette Union des droites, c'est une alliance dont le but est de permettre une coalition parlementaire sans précédent sur la droite dans la Ve République, puisque le but est simple, c'est obtenir une majorité absolue pour avant tout dire stop à Emmanuel Macron dans son entreprise de destruction de la France, et en même temps empêcher l'extrême gauche de porter au pouvoir M. Mélenchon. Donc un objectif double. Barthélémy Martin, merci. Candidat de l'Union de la droite, soutenu par le Rassemblement national. À vos côtés, nous restons même du même côté de l'échiquier, puisque nous retrouvons Alain Janot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien officier de gendarmerie en Charente. Vous êtes le candidat Reconquête, mais encore. Oui, tout à fait. Alors, je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs qui sont à l'écoute ce matin. Je suis âgé de 61 ans. J'étais ancien officier de gendarmerie. J'ai exercé mes fonctions à la tête de la brigade de gendarmerie de Cognac de 2011 à 2014. Et j'ai terminé ma carrière par le titre de commandant second à la tête de la compagnie de gendarmerie d'Angoulême de 2018 à 2022. Je suis un pur Charentais. Je suis né à La Rochefoucauld. J'ai vécu sur le canton de Montbron. Je connais très très bien ma belle Charente.
Je suis passé aussi par le lycée Guès de Balzac et mon parcours professionnel a fait de moi que j'ai fait la découverte de ce qui m'est inconnu. Merci beaucoup Alain Janot. À vos côtés, Aurore Alix de Clisson, bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous travaillez dans l'événementiel. Vous, lors de l'élection législative précédente, vous étiez coordinatrice Reconquête en Charente. C'est bien ça. Cette fois, vous vous présentez sous l'étiquette extrême droite ? Alors, pas extrême droite, mais divers droite. Divers droite, ouais, d'accord. Tout à fait. Ouais. Et que pouvez-vous nous dire de plus ? Divers droite, enfin les extrêmes, c'est pas du tout dans mes valeurs. Donc moi, je suis cognaçaise, j'ai 40 ans. Je travaille dans le domaine de l'événementiel, comme vous venez de le mentionner. Je suis une maman donc, qui travaille. Et je suis une candidate de terrain. Donc c'est vrai que cela fait plusieurs mois maintenant que je me suis rendue au-devant des commerçants, des artisans, que ce soit les viticulteurs, les agriculteurs. Et vous pouvez compter sur moi, justement, au sein de l'hémicycle, pour vous défendre et écouter vos problématiques. Et je ne vous abandonnerai pas. Donc, Union de la droite, candidat également Reconquête, candidat divers droite pour vous, Aurore de Clisson. À vos côtés, candidat lutte ouvrière. Si vous pouvez passer le micro à Olivier Nicolas. Bonjour Olivier Nicolas. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Olivier Nicolas. Et vous parlez au nom de Françoise Bessas, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui à ce débat et qui est candidate sur cette deuxième circonscription. Elle était candidate également en 2022, je rappelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur elle ? Oui. Donc Françoise Bessas, qui est employée de maison, et son suppléant Alain Marquet, qui est éducateur à la retraite. Voilà. Et on se présente au nom de Camp des travailleurs. Et on est d'extrême gauche, nous on n'a pas de problème à le dire. Très bien, merci beaucoup. Olivier Nicolas, voici pour les 4 premiers candidats de cette élection législative 2024 sur la deuxième circonscription de Charente. Face à eux, physiquement, dans ce studio, il devait y avoir Didier Joby, l'ex-conseiller départemental LR du canton Tude-et-Lavalette, maire de Magnac-Lavalette, défenseur assidu de la réhabilitation du château de la Mercerie. Il est candidat LR pour ces élections législatives, mais Didier Joby n'a pas souhaité être avec nous aujourd'hui, de peur d'être en retard à Poitiers cet après-midi, où il doit participer à un enregistrement pour France 3 Poitou-Charentes. Il est venu ce matin s'en excuser. Il y a également Carole Ballu. Bonjour Carole Ballu, vous êtes agricultrice, c'est bien ça. Vous représentez le nouveau Front populaire, issu de l'Union de la gauche, agricultrice, ancienne présidente de la Maison d'agriculture biologique, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui vous mobilise et qui êtes-vous ? Alors effectivement, voilà, comme vous avez fait une présentation complète, je rajouterai que je suis investie dans différents réseaux depuis des années. Là, j'ai mis bien évidemment mes obligations en parenthèse parce que je me présente aux législatives, mais pour autant, je peux aussi vous dire que je suis référente nationale pour les questions de tuberculose bovine pour pouvoir défendre les éleveurs charentais face à ce fléau de la tuberculose et surtout cette machine à broyer les agriculteurs et les agricultrices. Je suis aussi référente pour l'élevage pour la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Je siège aussi à l'interprofession de la Nouvelle-Aquitaine bio. Donc voilà, donc ça m'a permis, avec toutes ces obligations, de me rendre compte de ce qui se passait en Charente et de défendre constamment le pouvoir d'achat des agriculteurs, des agricultrices, de pouvoir défendre toutes ces populations qui sont complètement oubliées. Et j'ai fait preuve, je pense, de pas mal de remontées de terrain. Et voilà, personne ne peut douter de mon engagement par rapport à ça. Je suis quand même ravie de pouvoir dire que si la problématique pour M. Barthélémy Martin, c'est Mélenchon, vous inquiétez pas, vous êtes tous, vous savez tous que c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. J'ai du mal à imaginer que ça se produise. Donc déjà, on est d'accord. Et j'ai pas non plus de souci à dire que je représente effectivement pour une partie l'extrême gauche. Mais si l'extrême, c'est de défendre les 99% face aux 1%, effectivement, il n'y a pas de problème. Merci Carole Ballu. À vos côtés, Sandra Marceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la majorité présidentielle depuis 2017 en Charente, candidate sortante donc sur cette deuxième circonscription pour cette élection. Vous êtes sans doute la plus connue de l'élection à l'Assemblée nationale aujourd'hui de tous ces candidats. Vous êtes chargée d'affaires publiques et juridiques. Urbaniste. Pardon, urbaniste, oui, pardon, je me trompe de ligne. Vous êtes urbaniste. En le lisant, je me disais, c'est bizarre. Vous êtes urbaniste. Mais dans quel état d'esprit vous vous lancez donc dans cette nouvelle bataille pour vous sur la seconde circonscription ? Je me sens extrêmement combative. Je suis depuis 7 ans sur
ce territoire que je connais bien et que je pense qu'il me connaît bien, même si effectivement un député n'est pas un élu local. Mais donc j'habite au cœur de la circonscription, dans mon village Saint-Même-les-Carrières, où je suis aussi conseillère municipale depuis le début de l'année, à la faveur des changements de liste. Je l'étais déjà en 2014. Donc je connais bien les ruralités aussi, de par ma formation en géographie et en aménagement. Et donc, depuis 7 ans, j'ai, on peut dire, labouré le terrain, même s'il n'y a pas que le labour qui est important en agriculture. Et je suis tout à fait consciente, on va dire, qu'à la fois un élu national vote à l'Assemblée, fait remonter, mais il doit aussi faire redescendre. Et c'est ce que je fais depuis 7 ans. Mes bilans de mandats mensuels, annuels en témoignent. Et donc, je compte bien sûr, poursuivre ce travail de terrain que j'ai fait la moitié de la semaine, toutes les semaines pendant 7 ans. Voilà. Merci à Sandra Marceau pour boucler cette présentation des candidats. Corentin Vincenot est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le candidat à Volte-France. Dans la vie, c'est vous qui êtes professionnel, vous êtes chargé d'affaires publiques et juridiques à la Fondation des femmes. Pouvez-vous nous en dire plus sur vous ? Oui, alors bonjour, du coup moi c'est Corentin, je suis originaire du coup de Barbezieux, donc je suis né à Barbezieux et je vis du coup à Triac-Lautré. Et je suis chargé d'affaires publiques et juridiques au sein de la Fondation des femmes, dans laquelle j'exerce depuis 10 mois. Je suis aussi très impliqué dans la vie associative. Je suis chargé d'affaires publiques et chargé de plaidoyer dans l'Association des jeunes européens France. Et je suis aussi secrétaire général du CRIJ, donc le Centre régional d'information jeunesse en Nouvelle-Aquitaine, qui aide les jeunes du coup à trouver leur premier emploi, mobilité internationale. Et j'ai décidé de m'engager parce que je trouve que voilà, depuis pas mal d'années, on sent que la France va mal, et c'est pas que avec Emmanuel Macron malheureusement, qui n'a fait qu'engendrer en fait ce qui nous arrive actuellement. Et je trouve que voilà, les jeunes doivent aussi aller sur le terrain. J'ai passé aussi toute ma semaine sur les marchés et les gens me connaissent aussi parce que je suis d'ici. Et voilà, je trouve que c'est hyper important que les jeunes s'engagent dans la politique, et au vu de l'actualité, c'est encore plus flagrant, et donc c'est aussi pour ça que ça m'a poussé à envie d'y aller aussi actuellement. Donc voici pour les 8 candidats sur la 2e circonscription de Charente. Entrons maintenant dans le vif du sujet, sur les 3 questions auxquelles vous répondrez à tour de rôle. On commence avec vous, Barthélémy Martin. Les questions de pouvoir d'achat. Tous les sondages montrent que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Dans la politique que vous proposez sur ce sujet, quelle part relative donnez-vous à chacun des 2 leviers susceptibles de permettre l'augmentation du pouvoir d'achat, la hausse des revenus et ou la baisse, ou au moins la maîtrise des prix, et en utilisant quel levier donc ? On est tous pour la hausse des revenus. C'est une évidence. Il n'empêche que la forcer, c'est faire peser un poids excessif sur des entreprises qui sont pour la plupart des PME, et qui, face à ce poids, cette augmentation de revenus brutales qui engendre en plus des augmentations de cotisations sociales, ferait en grande partie s'écrouler notre réseau de PME et de TPE qui maille le territoire. La première chose qui peut être faite, effectivement, pour encourager la création d'entreprises et la possibilité pour ces entreprises d'embaucher et de payer décemment ses employés, c'est l'exonération d'impôt sur les sociétés pour les entreprises de moins de 3 ans, pour qu'elles puissent se développer et donc embaucher et donc faire diminuer le chômage, et donc forcément permettre à la prospérité de la France de grandir. Il y a également un encouragement à donner sur la politique familiale, donc avec une part fiscale complète sur le 2e enfant, par exemple. Donc c'est plutôt une réduction des coûts et des charges qui pèsent sur les foyers et sur les entreprises que sur leur rentrée d'argent. Il y a une deuxième chose que je voulais traiter, c'était la part de l'énergie domestique. Dans les milieux ruraux, il est évident que la voiture et donc les dépenses d'hydrocarbures sont conséquentes. Néanmoins, l'énergie domestique seule, donc majoritairement l'électricité, représente plus de 10% des dépenses des ménages. C'est réellement un poids pour tous les ménages.
Et donc, il y a une mesure très simple qui a été proposée par Jordan Bardella ce lundi lors de sa conférence de presse, c'est la baisse de la TVA sur tous les produits énergétiques. Cette mesure pourrait alléger nettement la charge qui pèse sur les foyers. Et une seconde qui est un peu plus technique. Vite, parce qu'on a entendu le gong, là, qui dit que vous avez 2 minutes. D'accord. C'est simplement une mesure technique sur la désindexation du prix de l'électricité sur le coût marginal du gaz, qui pourrait vraiment réduire les factures d'électricité des Français. Alain Janot, vous, candidat Reconquête, une réponse à cette question sur le pouvoir d'achat? Oui, alors je partage les propos que vient de tenir Barthélémy sur la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur l'énergie. L'énergie, l'électricité, le gaz, le carburant. Les Français le connaîtront tout de suite. Première mesure d'application immédiate. Ensuite, je pense à nos retraités qui ont des retraites inférieures à 1 300 €. Comment peut-on vivre aujourd'hui avec 1 300 €? On les exonère de CSG et de CRDS, ce qui permet de leur faire récupérer 600 € par an. C'est 50 € par mois. On ne va pas promettre la Lune. On ne va pas faire tirer des plans sur la comète. On n'est pas là pour ça. On est là pour parler vrai. D'ailleurs, sur mon bulletin de vote, le courage de la vérité est écrit. Ensuite, comment on le finance, me direz-vous? Eh bien, on supprime les aides sociales non contributives aux étrangers extra-européens. Ça concerne les allocations familiales, le RSA, l'aide au logement, le minimum de vieillesse, etc. Ensuite, on est pour le travailler plus, gagner plus. Les heures supplémentaires, eh bien, exonération totale d'impôts et charges sociales. Là, il y a des gens qui veulent bosser en France. On leur met des bâtons dans les roues. Nous, on va libéraliser tout ça. Du côté des patrons, prime zéro charge, patronale et salariale, ce qui permettrait d'élever les salaires jusqu'à 3 fois le salaire net mensuel. On permet ainsi aux chefs d'entreprise de récompenser les salariés qui bossent. Enfin, une dernière mesure, favoriser le pouvoir d'achat des apprentis. On en a besoin, c'est criant. J'ai rencontré hier sur le marché de Chalais quelqu'un qui me disait on ne trouve plus d'ouvriers, d'apprentis en mécanique. En boucherie, c'est la même chose. Eh bien, aujourd'hui, on augmente le niveau d'exonération qui est de 79% du SMIC, on le passe à 100%. Voilà, ça c'est du concret, c'est du réel. Merci beaucoup. La suite avec vous, Aurore Alix de Clisson, candidate d'hiver droite pour cette deuxième circonscription, le pouvoir d'achat. Alors pour moi, le pouvoir d'achat, c'est un sujet majeur pour les Français, car en effet, au quotidien, ils souffrent de ne pouvoir vivre dignement de leur travail. Et pour les personnes retraitées, du fruit de leur travail qu'ils ont assumé toute leur vie. Pour moi, c'est un facteur clé, il est primordial de revaloriser le travail. Donc la solution immédiate serait de transférer une partie des charges sociales sur le salaire net. Cela donnera une bouffée d'oxygène immédiate sur le pouvoir d'achat. Donc je suis très claire, très concise. Et comme le disait la personne à ma droite, Alain, n'oublions pas la revalorisation des retraités, car il est inadmissible qu'ils ne puissent pas vivre dignement après avoir travaillé toute leur vie. Et malheureusement, quelques-uns vivent dans leur voiture à l'heure actuelle. Par ailleurs, je trouve qu'il est très dangereux d'augmenter le SMIC à 1 600 €, car cela augmentera le coût de production et par conséquent, le taux horaire de l'entreprise augmentera considérablement. Le pouvoir d'achat sera encore plus diminué avec une telle réforme, donc incompatible. Merci beaucoup, Aurore Alix de Clisson. Le micro est à vous, Olivier Nicolas, pour représenter Françoise Bézas, candidate lutte ouvrière. Les questions de pouvoir d'achat. Oui, donc sur la question du pouvoir d'achat, nous, effectivement, on a une politique, et une politique pour les travailleurs. D'ailleurs, quelle que soit leur nationalité, parce que là, on a beaucoup entendu parler des patrons, parce que quand même, cette augmentation des prix, cette inflation, elle ne vient pas de nulle part. Il y a des gagnants et il y a des perdants. Alors les perdants, c'est la population, on le voit bien, mais les gagnants, il y a notamment les grands groupes de l'énergie. Et dans l'ensemble, d'ailleurs, tous les grands groupes
déclarent des profits phénoménaux. Voilà. Alors je parle de Total, je parle d'Engie, effectivement, ceux que j'ai cités de l'énergie, mais même des grands groupes comme Stellantis, ou LVMH, pour parler de la seconde circonscription. Donc eux, ils tirent leur épingle du jeu. Et oui, ils pourraient largement payer des salaires meilleurs. Voilà. Mais surtout, pour les travailleurs, je voudrais leur dire, une politique pour les travailleurs, c'est déjà ne pas faire confiance aux promesses qu'on entend. Voilà. Ce ne sont que des promesses, parce que justement, ceux qui décident des prix et des salaires, c'est les capitalistes. Et ça, c'est une question de rapport de force entre le monde du travail et ces capitalistes. Alors nous, on a des objectifs, des revendications. C'est effectivement, alors c'est même pas 1 600 €, nous on dit pas un salaire, pas une pension, pas une allocation en dessous de 2 000 € net. Voilà. Parce qu'on pense que c'est ça qu'il faut pour vivre. Nous, on raisonne comme ça. Combien il faut pour vivre aujourd'hui correctement dans cette société ? On défend aussi l'échelle mobile des salaires, c'est-à-dire que quand les prix augmentent, les salaires, les pensions, les allocations doivent augmenter. Ça doit être automatique. Et surtout, j'allais dire pour garantir tout ça, parce qu'à tout ça, on va nous dire mais il n'y a pas d'argent, regardez, c'est compliqué. Nous, on pense qu'il faut que les travailleurs, ils aillent voir, qu'ils mettent leur nez dans les comptes des entreprises, à commencer par les plus grandes, pour savoir d'où il vient l'argent, où il va. Et si, justement, nous, on pense qu'il y a possibilité de satisfaire ces revendications. Donc, parce que la vraie question, en fait, dans cette société, c'est qui paye. Aujourd'hui, c'est clair, c'est les couches populaires, c'est les travailleurs, quels qu'ils soient d'ailleurs, parce qu'effectivement, des tas d'artisans, de bouchers, de boulangers l'ont subi, ces hausses de prix, notamment de l'énergie. Tout cela, il faut qu'ils comptent que sur eux-mêmes, que sur leur lutte sociale, pour changer les choses. Merci beaucoup. Juste sur le gong, Olivier Nicolas. Nous retrouvons Nous venons d'entendre les 4 premiers candidats de cette élection législative sur la 2e circonscription de Charente. Dans ce studio, face à eux, il y a les 4 autres, enfin Didier Joby qui est absent. Les questions de pouvoir d'achat, il m'a dit de vous dire que c'était essentiel pour lui, qu'il fallait absolument redonner du pouvoir d'achat à la population française, évidemment. Carole Balu, vous êtes agricultrice, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous représentez le Front populaire, issu de l'union de la gauche. Que dire du pouvoir d'achat ? Qu'en fait, ce qui nous manque en règle générale, ce sont des échelles de valeur. Parce qu'on peut annoncer des milliards, etc., des cotisations, des trucs en plus, en moins, mais on a du mal à avoir des échelles de valeur pour voir ce que ça représente à notre niveau, au niveau de notre vie. Quand on parle des exonérations, oui, on peut continuer à jouer là-dessus, des primes, des exonérations, etc. Mais on ne peut pas d'un côté déplorer que les retraites soient basses et en même temps continuer à demander juste des exonérations pour les entreprises sur les cotisations qui vont amener de la protection sociale, qui vont amener de la retraite. Je peux vous donner un exemple, 70 milliards d'exonération de cotisations sociales pour les entreprises, il n'y en a même pas la moitié qui bénéficie aux petites et moyennes entreprises. Les plus grosses sont du coup, la plus grosse part, est utilisée par les plus grandes entreprises. Et cette part-là n'est pas utilisée pour du coup créer de l'emploi, elle est utilisée pour être redistribuée aux actionnaires. Juste un petit rapport comme ça pour que les gens se rendent compte. 70 milliards, le MEDEF nous dit qu'il a du coup pérennisé ou créé 160 000 emplois. Ça représente pour chaque emploi 650 000 €. Est-ce qu'ils ont créé 160 000 emplois à 650 000 € par an ? Pas du tout. Donc, où va la différence ? Sur les 40 000 € qui, du coup, servent à financer effectivement un emploi, où va la différence ? La différence va dans les poches des actionnaires. Donc, à un moment donné, on peut avoir tous les discours sur les riches, les pauvres, etc. Est-ce que c'est normal qu'un patron gagne plus qu'un employé ? Pourquoi pas ? Partons de ce postulat-là. Mais est-ce qu'on peut quand même constater que là, la machine s'est emballée, qu'on est sur des sommes qui sont complètement folles ? Donc le pouvoir d'achat, 1 600 € de SMIC net, c'est possible, pour la simple et bonne raison que, par exemple, c'est 60% d'argent qui sont fléchés sur des entreprises qui les redistribuent aux actionnaires. Et bien, si cet argent-là est fléché sur les PME, ils vont pouvoir sans souci avoir une aide, eux pour le coup, parce que ça a une vraie efficacité sur les classes moyennes et les classes les plus pauvres, pour du coup financer ce type de mesures. Donc il y a énormément de choses à faire, c'est juste qu'il faut à un moment donné agrandir un petit peu son champ de vision et ne pas juste prendre une petite mesure et se focaliser là-dessus. Il faut voir le système dans sa globalité. Et pour les agriculteurs, les agricultrices, le pouvoir d'achat, c'est d'imposer un cadre législatif qui interdit l'achat de matières premières agricoles en dessous du coût de revient. Et je précise coût de revient, parce que la loi Egalim qui permet juste l'amélioration de la prise en compte du coût de production, ce n'est pas suffisant. Le coût de revient, c'est fabriquer quelque chose et être payé aussi pour son travail. Merci Carole Balu. À côté de vous, Sandra Marceau, que dire donc de cette baisse de pouvoir d'achat des Français ? Il y a beaucoup de choses à dire.
Effectivement, d'ores et déjà, dès l'Assemblée recomposée en juillet 2022, j'ai été rapporteur du premier texte de loi qui était sur le premier projet de loi sur le pouvoir d'achat dans le cadre de l'augmentation de l'inflation. Donc on était quand même déjà au cœur du sujet, mais on avait déjà fait pas mal avant, et je voudrais en parler parce que pour moi le pouvoir d'achat, je l'entends comme reste à vivre. Et c'est vrai que le reste à vivre, suivant qui on est, où on habite, c'est pas toujours le même. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est d'abord ce qui rapporte. Ça a été déjà évoqué. C'est aussi ce qui peut moins coûter dans la vie. Et puis, c'est pouvoir, dans le reste à vivre, faire ses projets. Pour ce qui rapporte, qu'est-ce qu'on a fait et qui est déjà dans certaines des propositions et qu'on veut amplifier, c'est d'abord supprimer les cotisations maladie et chômage sur les plus petits salaires. C'est la prime de partage de la valeur qui a bénéficié à plus de 6 millions de salariés. Et c'est quelque chose qui est très oublié, mais si on l'enlevait aujourd'hui, je pense que ça leur manquerait. C'est pour ça que je ne suis pas pour la hausse du SMIC, c'est la prime d'activité. Et je peux vous dire, j'étais au lancement à la CAF en Charente quand ça a été mis en place en 2019. Mais je peux vous dire que les citoyens qui étaient appelés par la CAF, qui avaient fait la simulation, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et ça leur permettait de débuter dans l'activité, bien sûr, derrière de prévoir, j'espère pour eux, des augmentations de salaire. Ensuite, sur ce qui coûte moins, il y a la suppression de la taxe d'habitation. Ça aussi, on ne l'a plus à l'esprit parce qu'on ne la paye plus. Mais ça a été un gain énorme. Il y a aussi le 100% santé, c'est-à-dire le reste à charge zéro pour les prothèses auditives, dentaires, pour les lunettes. Et ça, on veut amplifier bien sûr tout ça. Et puis la lutte contre l'inflation qui reste, quoi qu'on en dise, la plus basse d'Europe. Alors bien sûr, c'est encore toujours trop, mais c'est la plus basse. Et puis je terminerai sur le leasing pour la voiture électrique, à peu près 100 € par mois pour les petites voitures électriques. Et l'aide massive à la rénovation aussi des logements. En 2023, c'est 600 000 logements rénovés, aidés. Et ça aussi, pour moins consommer d'énergie, c'est pas mal. Puis on veut aller plus loin, on veut réduire la facture d'électricité à l'hiver avec une baisse de 200 € en moyenne sur les factures d'électricité. Et je dirais que l'argent n'est pas magique. Pour finir, j'ai pas entendu si ça avait sonné, pardonnez-moi. Si, ça a sonné, oui. Et nous, on s'engage à ne pas augmenter les impôts comme on l'a fait, notre projet financé jusqu'en 2027. Merci. Merci Sandra Marceau, qui est candidate, donc je le rappelle, de la majorité présidentielle. Corentin Vincenot, ces questions de pouvoir d'achat chez Volt France, comment on sera tous d'accord pour dire qu'on veut tous que les Français aient plus de pouvoir d'achat, mais c'est de la manière dont on va le mettre concrètement en application qui est différent. Notre Premier ministre, la semaine dernière, nous a annoncé un cadeau du gouvernement en nous disant qu'ils allaient baisser les factures d'électricité. Mais ce qu'il ne nous dit pas, c'est que c'est grâce à l'Europe, avec la réforme du marché de l'énergie, qui nous impose évidemment de faire une diminution des prix de l'électricité. Mais quid du gaz qui, lui, n'arrête pas d'augmenter. Quand vous lisez la Commission de régulation de l'énergie, elle nous annonce une augmentation de 11,7% des prix du gaz en juillet 2024. Je trouve ça un peu scandaleux de dire qu'on va baisser l'électricité alors qu'une part des Françaises et des Français utilisent du gaz. Du coup, là, déjà, il y a une problématique qui est nette. Concernant le SMIC, on est tout à fait d'accord qu'à 1 398 €, donc actuellement, c'est pas possible de vivre en France. Donc, quels sont les leviers justement pour augmenter le SMIC ou ne pas le toucher ? On a aussi les prestations patronales qui pourraient servir à les diminuer justement pour embaucher plus de monde ou augmenter les salaires les plus bas. Ce qui permet aussi de pouvoir le faire au niveau européen, ce qui permettrait de faciliter les échanges entre pays transfrontaliers, mais qui permettrait aussi d'éviter la délocalisation des entreprises françaises à l'étranger et éviter du coup le dumping fiscal. On entend beaucoup parler des entreprises, mais les perdants en fait dans le pouvoir d'achat, c'est les Françaises et les Français. On entendait que c'est les travailleurs qui paient le plus, mais en vérité, ce sont les femmes. Les femmes sont très précaires. Lorsque vous regardez des rapports du coup, de la Fondation des femmes, on se rend compte que les femmes payent le plus, elles sont le plus précaires. Il y a un cercle vicieux autour de cela. Et on pourrait, du coup, une promesse d'Emmanuel Macron qui n'a pas encore été faite, c'est la généralisation des versements des prestations sociales, qui, donc, selon la dernière étude de France Info, permettrait à 30% de la population française d'en bénéficier. On est quand même un pays où on a quand même la sécurité sociale, un des fondements de notre société française. Et je trouve ça quand même aberrant qu'on n'en ait pas encore rendu là, de permettre aux gens de pouvoir le faire sans complication des démarches administratives françaises qui pèsent véritablement sur les Françaises et les Français. Merci beaucoup, Corentin Vincenot. Tour de table, RCF Charente.
Toujours sur la deuxième circonscription avec les candidats de cette élection législative, avec la question qui nous préoccupe maintenant, c'est celle de l'immigration. Au-delà de vos appréciations sur l'immigration, que vous pouvez rappeler brièvement, quelles solutions proposez-vous pour mieux intégrer dans la communauté nationale ceux qui arrivent et ceux qui sont déjà là? Barthélémy Martin, candidat du Rassemblement national. Et de l'Union des droites. Et de l'Union des droites. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de mesures, notamment, qui ont été présentées par M. Bardella lundi, qui ont pour objectif de lutter contre l'immigration de masse, et en particulier l'immigration illégale. Mais votre question qui porte sur l'acceptation de ceux qui y sont déjà et de ceux qui y arrivent porte sur un point qui est moins technique que presque d'ordre philosophique. C'est comment est-ce qu'on intègre dans un roman national des gens qui n'en font pas partie. La première chose qu'on a à faire et qu'on a oublié de faire, c'est d'aimer notre histoire, d'aimer notre géographie, d'aimer nos territoires, d'aimer qui nous sommes. Il faut arrêter de demander pardon pour tout ce qu'on a fait, pour tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Bientôt, peut-être qu'on demandera pardon aux Autrichiens pour Austerlitz, mais il y a une détestation. On a enseigné à ce peuple à se détester lui-même, à détester son histoire, et c'est intolérable. Et c'est pour ça, comment vous voulez demander à quelqu'un qui arrive dans un pays d'aimer ce pays si nous-mêmes, nous ne l'aimons pas? Et il faut arrêter avec ce terme, pardonnez-moi, mais ce terme est terriblement vicié, de chance pour la France. Bien sûr qu'il y a des gens qui arrivent en France qui sont des chances pour la France, mais avant tout, la France est une chance pour eux. Sans ça, pourquoi viendraient-ils? Ils viennent parce que la France est une chance, parce que la France a une histoire, parce que la France a des possibilités. Et ces possibilités-là, il faut en être fier. Il ne faut pas en tirer un orgueil mal placé, mais il faut en être fier et il faut les faire rayonner. Et effectivement, on n'a rien au Rassemblement national et à l'Union des droites, on n'a rien contre l'accueil et contre la promotion des étrangers. Rien du tout. C'est juste pas n'importe qui, pas n'importe comment. Et que surtout, il contribue à l'écriture de notre roman national à venir et pas à son achèvement. Merci beaucoup, Barthélémy Martin. Je laisse la parole à Alain Janot, le candidat Reconquête, sur les questions d'immigration. Alain Janot. Oui, merci. Eh bien, tout d'abord, avant de répondre à la question, il faut faire un constat. Quel est-il? En 2022, la France compte 7 millions d'immigrés, soit 10,3% de la population. Depuis 2006, il y a 4 entrées pour une sortie. Les chiffres, j'ai mes sources INSEE, 2017, 261 000 entrées, 63 000 sorties. En 2022, 331 000 entrées. Je n'ai pas le chiffre pour les sorties. Voilà. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 2000, le nombre d'immigrés croît plus vite que la population française. Le premier motif, aujourd'hui en 2022, ce n'est pas humanitaire, ce n'est pas économique, c'est étudiant. On a 101 000 étudiants immigrés en France. Alors, je veux bien des choses, je veux bien accueillir beaucoup de monde, mais la France ne peut pas accueillir tout le monde. On ne va pas prendre toute la misère du monde dans nos bras. On ne pourra pas. Alors, d'où viennent-ils essentiellement? Les 5 premiers pays, Maroc, Algérie, Tunisie, Côte d'Ivoire, Sénégal. Sont-ils des pays en guerre? Y a-t-il pas plus malheureux qu'eux? Les demandes de visa ont augmenté de 137% en 2022. Les demandes d'asile OFPRA sont passées en 2020 de 96 400 à 131 250 en 2022. L'attribution de l'asile de 33 000 à 56 000. J'arrondis les chiffres. Quand vous savez qu'un demandeur d'asile, on lui fournit une carte bancaire prépayée associée à l'allocation pour demandeur d'asile, c'est 300 €. Plus l'accueil et hébergement, chiffré 530 €, ce qui fait du 830 € par mois. Il y a 129 000 bénéficiaires. Faites le compte, ça fait quasiment 1,3 milliard d'euros. Il y a quand même des choses à faire en la matière pour récupérer de l'argent. 87% des OQTF, et là je suis bien placé pour en parler, puisque j'en ai traité quelques-unes, 87% des OQTF ne sont pas expulsés. Le nombre de bénéficiaires de l'AME a été multiplié par 4 depuis 2000, et le coût de l'AME par 7, de 2000 à 2022. Le 920 millions, voilà. Donc voyez-vous, il y a des choses
qui ne vont pas, il va falloir y remédier. Merci. Le gong a retenti depuis un petit moment, vous ne l'avez peut-être pas entendu, mais il a retenti. Merci beaucoup Alain Janot. On continue avec vous, Aurore de Clisson. Oui, merci monsieur. Alors pour moi, l'immigration zéro ne peut être réalisée. L'immigration doit être maîtrisée, contrôlée et accompagnée d'obligations. Donc, telles que renforcer l'apprentissage de la langue française est un facteur clé pour une bonne intégration. Il est primordial d'exiger le respect de la culture française, que ce soit sur notre territoire ou dans toute la France. En ce qui concerne la problématique de notre circonscription, la deuxième, je propose un programme d'intégration incluant la restriction des quotas d'immigrés, une immigration choisie en accord avec les maires de nos communes et en fonction du besoin local. Ici, en Charente, je préserverai notre territoire du système de quotas imposé par l'Union européenne. Et encore une fois, je vous parle en tant que candidate de terrain. Candidate donc d'hiver droite sur cette deuxième circonscription, Aurore Alix de Clisson. La parole est à Olivier Nicolas pour Lutte ouvrière, représentant de Françoise Bézas, pour parler d'immigration. Oui, alors déjà, pour être clair, nous, on est pour la liberté de circulation et d'installation de tout le monde. Voilà. Moi, quand je suis arrivé en Charente, je ne suis pas charentais, les deux candidats que je représente le sont, voilà. On ne m'a pas demandé rien du tout, je suis arrivé ici parce que je cherchais du boulot, tout simplement. Voilà. Bah là, ces gens-là, ils font pareil. Alors pour moi, ça voulait dire faire quelques centaines de kilomètres. Pour eux, ça veut dire traverser des continents et des frontières et des océans. Voilà. Parce que oui, contrairement à ce que vous dites, si ces pays-là, ils sont en guerre, c'est une guerre sociale, c'est des pays pauvres. La Côte d'Ivoire, c'est des pays, bien sûr que c'est normal qu'ils fuient. Voilà. Et surtout, je voulais quand même dire un truc, parce que là, on nous dit combien ça coûte. Mais attendez, ces travailleurs immigrés, parce que c'est des travailleurs, c'est la fraction la plus exploitée du monde du travail. Il n'y a pas grand-chose qui tournerait dans la société sans eux. À commencer par les hôpitaux, les EHPAD. Même ce dont on est si fier là, dans la seconde circonscription, le cognac. Vous croyez que c'est qui travaille les vignes? Oui. Et pour prendre un exemple d'actualité, les JO. Voilà. Alors là, on l'apprend parce qu'à chaque fois qu'il y a un accident, et même généralement quand on l'apprend, c'est un mort, oui, là, ils donnent la nationalité. C'est malien, guinéen. Voilà. Donc c'est eux qui ont construit les infrastructures. Voilà. Alors ceux qui accusent les immigrés d'être la cause des maux de la société, en fait, ils font que dédouaner les vrais responsables des problèmes de cette société, qui sont les capitalistes et les gouvernements à leur service. Voilà. Et les campagnes anti-immigrés, d'ailleurs d'où qu'elles viennent de la majorité actuelle ou de l'extrême droite, elles ont un autre objectif, c'est qu'elles divisent le monde du travail, qui effectivement, pour changer son sort, a besoin d'unité. Alors je vais répondre par contre à votre question sur l'intégration dans la communauté nationale. Comme je vous l'ai dit, ils sont intégrés, il n'y a pas de souci. Alors ils sont intégrés dans les boulots les plus durs, les pires. Nous, à Lutte ouvrière, on veut les intégrer dans le combat pour changer la société, notamment déjà dans le combat pour construire un parti des travailleurs. Un parti, c'est-à-dire qu'un parti qui ne soit pas un parti de politiciens notables, un parti qui rassemble les travailleurs, donc oui, tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité, et un parti justement qui se donnerait pour objectif de lutter contre les divisions, l'isolement et le chacun pour soi. Et un parti capable d'élaborer une politique dans l'intérêt des travailleurs en toutes circonstances. Et un parti qui finalement défend l'idée quand même que les travailleurs, y compris les travailleurs immigrés, ils font fonctionner la société, ils doivent la diriger. Merci beaucoup Olivier Nicolas. Didier Joby, le candidat LR qui n'est pas avec nous parce que d'autres engagements, m'a dit ce matin en venant que ce n'était pas un problème l'immigration sur le territoire, qu'il faisait du porte-à-porte et que cette question ne revenait jamais. Carole Ballu, c'est à votre tour, candidate donc de l'Union du Front Populaire. Alors, une fois de plus, peut-être qu'il faut, il faut quand même remettre un petit peu la réalité de vie de chacun au cœur du débat. On a tous des réalités de vie différentes, on vit tous des choses différemment. Moi, par exemple, je fais de l'accueil de migrants. Il y a une association, Angoulême, qui œuvre du coup pour essayer de trouver des solutions pour les mineurs isolés. Alors après, on peut effectivement digresser sur pourquoi ils sont là, et ils auraient mieux fait de rester chez eux, et chez nous, il y a aussi de la misère, etc. Mais quand on voit en fait le parcours du combattant, la mise en danger de leur propre vie qu'ils ont vécu pour faire ça, pour venir travailler, parce qu'ils viennent effectivement travailler, on se dit qu'il faut quand même avoir un petit peu d'humilité et de respect face à cette réalité-là aussi. Et nous, quand on accueille des jeunes, moi, je peux vous dire comment ça se passe quand on parle effectivement de travail dissimulé et qui
sont en première ligne pour ça. Nous, on a des jeunes qu'on accueille dans la ferme, qui après galèrent parce qu'il n'y a pas suffisamment de bus, etc., parce qu'il faut qu'ils soient à Angoulême à telle heure, parce qu'il y a des entreprises du BTP qui viennent les chercher pour 50 € de l'heure en liquide. Et ils font leur journée comme ça. Donc, en fait, ils arrivent, ils travaillent. Et cet argent-là, nous, on en a eu beaucoup à la maison, où on a après essayé de trouver des solutions parce que ça les aide à envoyer un peu d'argent à leurs parents, etc. Enfin, c'est des histoires qui sont quand même hallucinantes. Alors, par contre, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus cacher la réalité de vie des autres. Ça veut dire que pour les gens aussi qui sont dans certains quartiers, etc., ils peuvent voir, oui, des populations étrangères arriver. Il y a des jeunes, des fois, qui errent parce que l'aide sociale à l'enfance a des grosses difficultés pour leur trouver des places, etc. Donc, oui, on peut avoir un sentiment d'insécurité. On peut se dire qu'il y a un problème. Mais après, on doit faire société. On est tous des êtres humains. Il faut quand même savoir reconnaître en l'autre que c'est un individu, c'est un être humain qui a sa réalité de vie. Et moi, je vous donne un dernier exemple. J'étais, il y a 2 mois, en Tunisie pour passer quelques jours de vacances avec mon mari, j'avoue. J'ai passé quelques jours de vacances. Et sur la plage, on a discuté avec 2 messieurs qui faisaient faire, vous savez, les trucs, les photos là, avec les chameaux et tout ça. On a discuté et en fait, eux, ils étaient agriculteurs. Et quand on a discuté en fait de leur prix, on parlait du mouton, etc., de ce qu'on faisait sur la ferme. En fait, les prix d'achat de viande chez eux étaient 2 fois plus élevés que chez nous. Donc en fait, ils ne vivent pas. Et ils nous expliquaient que c'est pour ça que les jeunes partaient aussi. Donc reconnaissons à chacun la différence et la réalité de vie. Merci Carole Ballu. Sandra Marceau, même question sur l'immigration, Oui. le gouvernement que vous représentez. Quels sont les problèmes? Non, je ne représente pas le gouvernement. Je ne suis pas au gouvernement. Pardon. Vous êtes la candidate de la majorité, de la majorité présidentielle pour l'instant. Oui. Écoutez... J'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont un petit peu fait réagir. J'ai toujours un peu à réagir, donc je me suis calmée. La France, c'est de toute manière une terre d'immigration. Donc, pour moi, c'est quand même un point de départ. Et puis, en tant que parlementaire, pendant 7 ans, je suis fière d'avoir aidé quelques personnes quand même, évidemment, dans les clous, parce qu'il y a des critères, évidemment, des critères pour avoir des papiers, mais en Charente, on en a besoin. Et là où je rejoins ce qui a été dit avant, il faut savoir de quelle immigration on parle, parce qu'en Charente particulièrement, et pourquoi pas chez le H de LVMH aussi, ou ce qui sert le H de LVMH, monsieur, parce qu'on peut les critiquer, mais on en a besoin, évidemment, dans tout l'écosystème du cognac, mais aussi dans d'autres grandes entreprises. Et on sait que cette immigration, ces migrations économiques, elles existent. Alors, il y a ceux qui repartent chez eux, il y a ceux qui veulent rester. Mais moi, je pense que dans un territoire ouvert sur le monde comme le nôtre, on ne peut pas refuser. Et de toute manière, la population charentaise vieillissant, le nombre de Charentais étant de moins en moins nombreux, on a besoin pour faire tourner aussi notre économie locale. Donc, pour moi, là-dessus, j'ai pas de sujet. La France, c'est aussi un grand pays de l'aide au développement des autres pays. Et je pense que là, en même temps, il est absolument essentiel. Et je pense qu'on fait peut-être pas assez effectivement pour l'aide au développement, ça c'est sûr. Et puis je pense aussi à la solidarité qui a été mise en œuvre, notamment à Montmoreau, lors de l'accueil de mères surtout et d'enfants ukrainiens. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés aussi pour eux. Il n'y a pas que, mais il y a aussi pour eux. Et puis j'ai une question de mon médecin, pour certains, peut-être plutôt en face de moi, c'est au sujet de la double nationalité et de l'interdiction dans certains postes. Mon médecin dit, vu le nombre de doubles nationaux, de médecins dont on a tant besoin, qu'est-ce qu'on en fait si certains arrivent au pouvoir? Moi, je suis très inquiète de ça. Voilà. Merci Sandra Marceau. C'est à votre tour, Corentin Vincenot. Un constat, c'est que depuis la fin du XIXe siècle, la France a fini sa transition démographique. Et c'est pour ça qu'il y a des immigrés et on est une terre d'accueil et on restera une terre d'accueil, c'est primordial. On a essayé de mettre en place des choses avec l'Union européenne qui n'a pas forcément très bien marché quand on regarde l'agence Frontex, qui est l'agence de garde-côte, où on a vu quand même dans les médias des populations qui essayaient de venir en France et dans tout le reste de l'Union européenne et qui sont morts à nos portes et qu'on n'a pas forcément mis de l'aide humanitaire. C'est quand même décevant de la part de l'Union européenne. Et donc du coup, nous, à Volt, on demande la réforme du règlement Dublin, qui est hyper important justement pour répartir en fait les migrants dans les 27 pays de l'Union européenne et qu'on fasse d'un commun accord. Il y a eu un nouveau pacte qui a été signé il n'y a pas longtemps avant la fin de la mandature, mais qui a été vidé de sa substance et on trouve ça honteux. Il faudrait aussi qu'en parallèle, l'État français applique les OQTF. Il y en a qui le citaient tout à l'heure.
l'immigration c'est bien, mais quand il y a des choses qui sont mal faites, les lois françaises elles doivent être appliquées. Le problème aujourd'hui en France, c'est que on a des lois qui ne sont même pas appliquées. À un moment donné, quand on fait des lois, il faut qu'elles soient appliquées. Du coup, si on fait une meilleure aide à l'immigration, il faut aussi faciliter l'avenue des travailleurs et aussi la qualification des travailleurs. Certains le disaient tout à l'heure, les travailleurs qui viennent chez nous, c'est pour les secteurs sous tension ou les premiers types de travail. Donc c'est aussi important de les amener vers plus haut et de mettre en place aussi des programmes d'aide pour ces gens-là. On entend souvent aussi un parallèle qui est fait, et ça malheureusement c'est la faute de certains politiques, c'est le lien entre la criminalité et l'immigration. Il faut arrêter ça. Le CNRS a publié une étude en mai 2024 et je vous conseille de la lire. C'est Manon Mercier du CNRS qui a fait cette étude et qui nous parle du coup du lien que vous pouvez faire entre la criminalité et l'immigration. Le constat de cette étude, c'est qu'il n'y a aucune différence. Le nombre de natifs et le nombre d'immigrés font autant le même taux de criminalité. Il faut arrêter. On peut comprendre les Français dans ce terme d'insécurité. Mais si on en est dans ce système d'insécurité, c'est qu'il y a des problèmes aussi en termes de politique publique qui sont mis en place. Et ça, depuis très longtemps, avec Sarkozy qui avait commencé à enlever le nombre de forces de l'ordre, le nombre d'enseignants, le nombre de personnes dans les établissements de santé. Donc il faut aussi un accompagnement économique et social justement pour aider à l'intégration de toutes ces personnes. Merci Corentin Masneau. Donc cette émission a commencé depuis 45 minutes déjà. Nous continuons avec la troisième question dans un instant. Tour de table, RCF Charente. On parlait d'immigration, qu'en est-il de l'immigration écologique, environnementale? On ne sait pas, on en parlera peut-être. L'environnement et le climat font aujourd'hui partie des questions jugées prioritaires par les Français, avec une approche pertinente qui se doit a priori d'être transversale. Comment avancer à la fois de façon concrète pour aujourd'hui et pour les années à venir, Martin Barthélémy? Merci Monsieur Charbonnier. La première chose à comprendre sur la logique du développement durable et de l'écologie, c'est que c'est une logique du temps long. Le temps long, comme pour le cognac par exemple. Cette logique du temps long doit nous rendre méfiants à l'encontre des idées toutes faites. Tout à l'heure, on parlait de la rénovation énergétique. Je vous rappelle qu'en 2023, il y a eu une étude de l'Université de Cambridge qui prouve qu'au bout de la 3e année, les bénéfices de la rénovation thermique sont quasi nuls. Or, c'est une mesure qui coûte immensément cher. En France, on est des spécialistes de ça. On avait, dans les années 80, on avait les réacteurs Phénix et Super Phénix. On avait 20 ans d'avance sur le monde entier, Chine et États-Unis compris, sur la 4e génération. Aujourd'hui, on a 20 ans de retard. Et tout ça parce que on voit sur le temps court. Je viens de participer à la rédaction d'un rapport sur la décarbonation de l'économie. Il y a un angélisme qui existe par exemple sur les énergies renouvelables. Je vous rappelle qu'il y a peu de temps, les pales des éoliennes en fin de vie n'étaient pas recyclées, elles étaient enterrées. Donc il y a un angélisme dont il faut se débarrasser et il y a un rationalisme du temps long à mettre en place. Merci. Bref, Barthélémy Martin. Alain Janot, les questions d'écologie à reconquête. Oui. L'environnement et le climat n'arrivent qu'en dernière position dans les sondages concernant les préoccupations des Français. Mais la sécurité était bien placée, était en 2e position. Néanmoins, je vais répondre à vos interrogations. Nous, dans ce domaine-là, nous proposons de protéger la beauté de la France. On mettra fin au projet éolien, terre, mer, actuel et futur, comme veut le dire le candidat RN, Union des droites. On enterrait les pales. On en met dans le Sahara. On déverse nos poubelles chez les autres. On est très fort dans ce domaine. Il faut aussi lancer des chantiers de dépollution des sols. Il y a quand même 6800 zones en France qui sont polluées. Il faut sanctionner de manière lourde tous ceux qui sont les auteurs de décharges sauvages. Dans ma commune, le maire m'a dit encore, j'ai trouvé des pneus là, posés dans un bois, des sacs poubelles, des immondices. Voilà. Là, eh bien, j'irai jusqu'à saisir provisoirement pendant 15 jours la voiture à celui qui a fait ça, puisqu'il y a contribué pour le transport. Ils rigoleront moins après. Ensuite, il faut investir les filières de développement durable et innovantes. Faire émerger une véritable filière industrielle de recherche dans le recyclage des plastiques pour que l'objectif de 50% soit atteint d'ici 2030.
Renforcer notre souveraineté en développant un système de consignes pour les métaux, les matériaux chers et non renouvelables dont la rareté ne fera qu'augmenter. On le paiera à un moment ou autre. Donc, prenons nos engagements déjà dans l'immédiat là-dessus. Développer l'électrique et l'hydrogène pour les transports en commun et faire de la France une pionnière dans l'aviation bas carbone avec des avions, premier avion, 100% biokérosène d'ici 2030. C'est jouable. Merci beaucoup Alain Janot. Tout à l'heure, vous prendrez parler un petit peu plus dans le micro pour qu'on vous entende correctement. Aurore de Clisson, candidate donc d'hiver droite, l'écologie. Merci monsieur. Oui, alors l'écologie pour moi est importante, mais cela n'aura absolument aucun impact sur la société si elle n'est pas étudiée en amont. Pour moi, elle est directement liée au pouvoir d'achat. Et elle ne concerne pas uniquement l'agriculture, mais aussi le bâtiment, le transport, etc. Donc pour permettre cette évolution, 3 points sont essentiels. Exonérer les charges sociales et ainsi les reverser à un salaire net, comme je vous le disais précédemment, car pour moi, le pouvoir d'achat et l'écologie sont liés, afin que le consommateur puisse avoir la réalisation de son effort réalisé à court terme. Deuxième point, rééquilibrer la taxation carbone sur les produits importés et locaux. En effet, nous ne pouvons accepter les importations à moindre coût. Il faut leur imposer aussi un cahier des charges beaucoup plus lourd. Cela contribue énormément à une concurrence déloyale. Troisième point, encourager l'innovation et par conséquent l'émergence de nouvelles entreprises et ainsi réduire les coûts de production. Donc on pourra par cette solution récupérer sur les prix. Donc je dis stop à l'écologie dévoyée et oui à l'écologie locale basée sur du circuit court. Merci beaucoup Aurore Alix de Clisson. La parole est à vous, Olivier Nicolas, pour Lutte ouvrière. Oui, alors nous on constate que non seulement il y a une inquiétude de la population sur ces sujets-là, mais il y a aussi et surtout un consensus scientifique pour dire que le climat se réchauffe et que les activités humaines en sont responsables. Alors avec ça, là-dessus, moi j'ai rien de plus intelligent à dire que ce qu'en disaient les spécialistes. Mais par contre, je constate aussi que la plupart des politiques, ils en accusent indistinctement la population de mal consommer, de trop jeter, effectivement, ou de mal jeter. Hein. Mais mince quand même, qui organise l'activité humaine quand on dit que les activités humaines en sont responsables? Moi, je pense que c'est les capitalistes qui sont responsables. C'est eux qui décident ce qu'on produit, où est-ce qu'on le produit, comment est-ce qu'on le produit. Hein. D'ailleurs, comme ils décident qui on embauche et qui on vire. Hein. Et ben, je pense que pour retrouver la maîtrise de son avenir, l'humanité devra exproprier ces capitalistes. Et que c'est la condition pour gérer rationnellement cette économie, pas en fonction des profits, pas l'œil rivé sur le cours de la bourse. Et je voudrais aussi quand même parler d'une autre menace qui pèse sur l'humanité, alors où là, personne ne se soucie de son bilan carbone, c'est la guerre, celle d'une guerre généralisée. Alors là, on nous explique, là, si on veut parler de gaspillage, là, il y en a un gros. Ah. Parce que, malgré tout, c'est vers ça qu'on nous emmène aujourd'hui. Alors là, Macron a été assez clair, non seulement il faut réarmer le pays, et effectivement, toute l'industrie de l'armement est en ligne et il faut produire. Moi, je voulais quand même revenir sur la question, pourquoi il y a des guerres? Il y a des guerres parce que les grandes puissances, elles se partagent le monde. Elles se disputent les marchés et les sources d'approvisionnement en matières premières. Et c'est ça, les causes des guerres aujourd'hui. Alors aujourd'hui, et même la guerre en Ukraine, c'est ça, la cause. Parce qu'avec cette guerre en Ukraine, c'est un pas de plus qui a été franchi vers une guerre généralisée. Cette guerre, elle voit s'affronter le camp impérialiste et la Russie pour le contrôle des richesses de l'Ukraine. Il y a l'impérialisme américain, bien sûr, mais même les grandes banques françaises, la BNP, le Crédit Agricole, ils ont investi dans l'agroalimentaire en Ukraine. Et c'est pour ça qu'on y mène la guerre. Et je constate que oui, partout, l'impérialisme, il oppose les peuples les uns aux autres. Alors c'est le cas de manière caricaturale entre Israël et la Palestine, mais c'est le cas aussi entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et même en France. C'est-à-dire, quand je dis en France, c'est en Nouvelle-Calédonie, entre les Kanaks et les Caldoches. Et à Mayotte, entre les Mahorais et les Comoriens. Moi, je pense qu'il faut que les travailleurs ils dénoncent cette politique, ils en proposent une autre. Et qu'ils mettent fin à l'impérialisme en renversant ce système capitaliste. Merci beaucoup Olivier Nicolas. On passe à vous, Carole Ballu, candidate de l'Union de la gauche, du Front populaire, issue de l'Union de la gauche plus précisément, pour les questions d'écologie.
Les questions d'écologie, je connais bien, je suis dessus déjà depuis des années. Je suis agricultrice bio, investie dans le réseau bio. Une fois de plus, on ne peut pas avoir une vision simpliste, on ne peut pas s'arrêter juste à un premier réflexe qu'on a par rapport à une problématique. Par exemple, Monsieur Jeannot, pour l'histoire des pneus, nous, quand on est arrivé sur la ferme, on a trouvé énormément de pneus parce que les fermiers qu'il y avait avant faisaient de l'ensilage. Donc, en fait, il y avait des tas de pneus complètement ahurissants qui servaient à bloquer les bâches. Moi, j'ai essayé de téléphoner à différents organismes pour, du coup, faire enlever mes pneus. Et en fait, la filière n'avait pas été encore organisée dans mon secteur. Elle ne l'est toujours pas pour pouvoir mettre ces pneus au recyclage. Donc, on peut se dire qu'effectivement, quelqu'un qui balance ses pneus, moi je les ai gardés, bien évidemment, on a fait un tas propre et on attend que ces infrastructures se développent. Donc on peut se dire oui, on leur bloque la voiture, etc. Bon, moi je suis plus pour aller voir des gens, dialoguer et voir un petit peu quelles sont leurs problématiques. Et pour les problématiques environnementales, c'est pareil, on ne peut pas juste s'arrêter à un premier réflexe. Quand on parle de l'agriculture biologique, on défend une agriculture qui du coup protège l'environnement, fait économiser du coup énormément d'argent aux gens sur leur facture d'eau parce que du coup on ne pollue pas et il n'y a pas de dépollution de l'usage agricole. Nous, ce qu'on nous rétorque à juste titre, c'est comment faire sur les fermes qui utilisent de la chimie parce que ça coûte de l'argent, etc. Comment faire pour du coup faire de l'écologie et faire un pas vers l'environnement? C'est une question d'argent. Ça prend plus de temps de mettre quelqu'un sur un outil à dents qui va aller gratter un champ plutôt que sortir un pulvé. Et si les agriculteurs sortent un pulvérisateur qui abîme l'environnement, abîme la santé des gens, c'est pas parce qu'ils le décident, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix économique. Si on travaille sur le revenu paysan et que les gens du coup peuvent impacter sur le prix de leur matière agricole, le fait d'avoir un salarié qui va prendre un outil à dents et aller travailler dans les champs, déjà on pourra faire de grandes choses. Donc il faut accompagner cette transition, mais se poser les bonnes questions. Quel est le problème? Voilà, le problème, c'est le revenu paysan. Et on voit bien que les gens... Je dis un dernier truc, pour la société civile, entre guillemets, moi je connais des gens qui vont par exemple ne pas acheter de viande bio parce que c'est trop cher. Qu'on publie les marges des opérateurs économiques parce qu'en fait les produits bio sont surmargés dans les supermarchés. Voilà, c'est une technique commerciale. Donc ça, à un moment donné, il faut que ce soit transparent. Et là, les gens verront qu'ils se font arnaquer et qu'à un moment donné, la solution peut venir d'un autre monde. Merci Carole Ballu. Sandra Marceau, candidate sortante de cette deuxième circonscription, cette question d'écologie. Alors, ce qu'on a apporté depuis 7 ans, et j'aime bien parce qu'on est toujours les seuls à critiquer ce qu'on fait, mais c'est le monde qui le reconnaît, c'est-à-dire la combinaison d'une souveraineté industrielle à retrouver, qui existe quand même déjà en Charente, qui est une terre industrielle quand même, et d'une transition écologique et énergétique. Elle porte la France, ça a été publié la semaine dernière, au top 5 mondial des pays qui ont une bonne stratégie, une bonne trajectoire en matière de transition écologique. Donc, je voulais quand même le rappeler. Concrètement, l'idée à poursuivre que l'on a débuté bien sûr il y a quelques années, c'est le mix énergétique, le fameux mix énergétique qui permet de garantir la baisse des gaz à effet de serre, avec le retour du nucléaire que l'on a voté, alors d'ailleurs depuis 2022 avec une majorité qu'on a trouvée d'un côté, l'accélération des énergies renouvelables avec une majorité qu'on a trouvée d'un autre côté. Donc on a fait du en même temps et ça a marché puisque c'est l'idée du mix énergétique pour être plus concurrentiel et pour servir aussi le projet de réindustrialisation du pays. On a aussi beaucoup encouragé, ça a été un petit peu dit dans certains exemples, la décarbonation de l'industrie. Et on a jusqu'en Charente des bénéfices pour les entreprises. Je pense à Placoplâtre à Chèvres-Richemont, je pense à une usine qui est engagée dans le sud de Charente sur le recyclage du plastique, du polystyrène dur. Voilà, j'ai bien appris plein de choses sur les questions de polystyrène. Tout n'est pas si vilain. Et donc, avec des emplois, bien sûr, à la clé. Donc, la décarbonation de l'industrie, c'est à la fois la transition écologique, mais c'est aussi, bien sûr, des emplois. C'est l'avenir. Et puis, il y a concrètement aussi quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais c'est le développement et la revitalisation des territoires avec la rénovation énergétique des logements, avec la reconquête des logements, des commerces dans les centres-villes anciens. C'est un petit peu ma spécialité en tant qu'urbaniste de suivre les plans Action Cœur de Ville et Petite Ville de demain. Action Cœur de Ville, 2 villes en Charente, Petite Ville de demain, 15. Ça marche. Alors évidemment, on n'est pas à la Charente-Maritime. On a moins d'habitants, moins dynamique. Mais ça marche, cette reconquête. Et ça participe de la protection, j'ai envie de dire, du climat et de l'environnement au cœur même de notre circonscription. Merci. Merci Sandra Marceau. Pour finir, Corentin Vincenot, Volt France. Quelle est votre vision de cette lutte contre le dérèglement climatique ?
Alors, on a entendu qu'il fallait qu'on investisse massivement pour la transition écologique et du coup, c'est dommage que le RN n'ait pas voté pour au Parlement européen quand on a voté le Green Deal. Green Deal, du coup, qui a permis des financements avec le plan de relance en France. Donc 4 milliards pour la rénovation énergétique, c'est excellent. Malheureusement, beaucoup de Français ne peuvent pas donner l'argent, justement, et il faudrait inverser, il faudrait que l'État donne entièrement, justement, pour que ces foyers puissent avoir un accès à un logement digne. Quand on regarde la biodiversité, l'agriculture, donc c'est 2,5 milliards qui ont été investis pour la transition agricole. Malheureusement, donc quand on regarde la loi de finances, c'est 5 milliards du coup pour le côté agricole et la PAC, c'est quand même 9 milliards vu que la France est le premier à en bénéficier. Et quand on regarde les statistiques de ce que veut la France actuellement, c'est 40 000 nouveaux agriculteurs sur le terrain. Mais quand vous regardez la ligne budgétaire, c'est que 500 millions. Donc si vous divisez par 40 000, ça fait directement 13 500 € par tête, ce qui est aberrant parce qu'on ne peut rien faire avec 13 500. Donc nous, ce qu'on propose, c'est la création d'un fonds de transition vert agricole, justement pour accompagner les agriculteurs dans l'exploitation et du coup une aide étatique justement pour les aider à la transition, pour faire face au conventionnel qui est de plus en plus présent en Europe, mettre fin aux accords de libre-échange de l'Union européenne sur le volet agricole. Il est anormal que des Français mangent de la viande qui vient du Brésil et qui a fait 5000 km alors qu'on peut faire tout en Europe, préférence européenne. On nous parlait tout à l'heure du circuit court, c'est déjà fait avec la Commission européenne qui a fait la ferme à l'assiette, qui doit être encore plus investie. Quand on regarde également aussi pour les collectivités territoriales, on a un désengagement étatique très important. Nous, ce qu'on propose, c'est une aide directement à la transition écologique en taxant du coup les entreprises qui ont un chiffre d'affaires excédentaire depuis 3 ans, justement pour accélérer cette transition écologique des bâtiments publics. Pour les habitants, parce que voilà, il y a aussi une question pour les habitants, c'est du coup de les accompagner au mieux. Mais du coup, en inversant, comme je vous disais tout à l'heure, pour que ce soit l'État qui paye en premier, justement, pour permettre aux habitants d'avoir l'accès digne aux bâtiments. Qui permettrait du coup aussi, dans une autre phase, quand on parle du prix de l'électricité, que l'État, quand il y a des nouveaux bâtiments après 2030, qui soient directement avec des panneaux photovoltaïques, justement pour mettre avec un amortissement à la fin pour que les citoyens payent de moins en moins d'électricité, comme ce qui se passe au Chili, ce qui permettrait de répondre à plusieurs facteurs sur l'environnement. Merci Corentin Vincenot. Pour conclure ce débat, nous proposons maintenant à chacun de vous, de candidats de cette deuxième circonscription, de disposer de 50 secondes pour traiter d'un sujet que vous estimez ne pas avoir pu traiter ou d'une thématique qu'il n'a pas pu développer complètement ou un point de vue que vous avez à nous donner. Et aussi, si vous le souhaitez, pour lancer un appel direct aux électeurs, c'est donc à chacun de conclure, comme vous l'entendez. On commence par vous, Barthélémy Nicolas. Je rappelle que vous êtes le candidat de l'Union de la droite soutenue par le Rassemblement national pour cette élection législative. Est-ce que vous êtes bien sûr du nom ? Martin Barthélémy ? Oui. Vous avez dit autre chose. C'est un petit peu difficile quand on a établi des faits d'avoir derrière justement des mesures purement démagogiques. Moi, je suis ingénieur, je connais les watts, je connais les kilowattheures, je connais l'énergie, et de fait, quand j'entends juste après avoir dit certaines choses, entendre des mesures démagogiques sur l'isolation, je crois que c'est un résumé de ce qui se passe en France et en Europe en ce moment. C'est on fait des effets de manche, on dit des choses qui n'engagent à rien, et je crois que les Français en ont assez, et que c'est pour ça qu'ils ont massivement dit au Rassemblement national, nous vous faisons confiance pour la gestion des affaires européennes, et je les appelle à faire de même pour les législatives qui arrivent. Merci à vous. Merci Barthélémy Martin. Alain Jadot. Eh bien, tout d'abord, je veux assurer l'ensemble de la communauté juive de France de mon soutien dans les moments difficiles qu'ils traversent dans ce pays. J'en ai honte. J'ai une très forte pensée pour cette petite fille de 12 ans à Courbevoie qui a subi l'horreur et le calvaire. Il n'y a pas de mots. Par la faute d'adultes irresponsables. Je m'interroge sur ces mêmes gens irresponsables qui placent M. Poutou à Trèbes, où le colonel Arnaud Bertram, l'un de mes frères d'armes, a fait le sacrifice suprême de sa vie pour en sauver d'autres. Je m'interroge sur ces mêmes gens qui accueillent Extinction Rébellion sur leur terre, comme le fait Mme Balu, une des composantes, Extinction Rébellion, une des composantes des soulèvements de la terre, qui a agressé et incendié les véhicules de gendarmerie, a agressé les gendarmes à Sainte-Soline. Je m'interroge sur notre président de la République qui, comme Néron, en son temps, avait incendié Rome et qui a rejeté la faute sur les chrétiens
Aujourd'hui, il en rejette la faute sur les Français. Il a allumé les braises de l'incendie. Moi, le Charentais, pure souche, je m'interroge. Moi, le catholique, je m'interroge. Le croyant, je m'interroge. Je garde la foi néanmoins. Car Jean-Paul II, le bienheureux Saint-Père, a dit « N'ayez pas peur ». De quoi faut-il avoir peur? Avant tout, de faire la vérité sur nous-mêmes. Le message sur mon bulletin est clair. Le courage de la vérité. Alors j'appelle les Charentaises et les Charentais, l'ensemble des militaires de la BA de 709, les fonctionnaires des commissariats de police de Cognac, d'Angoulême, les militaires du RIMA, tous ceux qui me connaissent, à voter pour moi. J'irai au combat, je porterai leur voix. Et comme a dit le général de Gaulle, quoi qu'il advienne, la flamme de la résistance ne s'éteindra pas. Merci beaucoup Alain Jeannot, candidat Reconquête donc, sur cette deuxième circonscription. Aurore Alix de Clisson, candidate d'hiver droite. Charentaise, Charentais, vous n'êtes pas seul. Je me présente pour vous défendre sous la nuance d'hiver droite. Je suis cognacaise, maman et travaillant. Je suis votre candidate de terrain. Je me suis rendue au-devant de vous, que vous soyez commerçant, artisan, viticulteur, agriculteur, médecin. Depuis quelques années maintenant, je suis à vos côtés. J'ai entendu vos plaintes sur les marchés, les foires, en vous rencontrant de Chalais à Montmoreau, en passant par Barbezieux, ainsi que Cognac, sans oublier Combiers, Champagne-Vigny, Angeac-Champagne, et tant de communes si belles au sein de notre Charente. Vous écoutez sur les problématiques de notre territoire viticole et agricole est ma priorité. Le parachutage ne fait pas partie de nos valeurs. En effet, cela est impossible de s'imprégner de notre terroir et tradition en 24 heures. Un logo ne fait pas tout. Et cela fait 40 ans que les taux d'abstention continuent d'augmenter. Vous pouvez compter sur moi au sein de l'hémicycle, je ne vous abandonnerai pas. Mon programme est clair sur notre circonscription. Renforcer la sécurité et ainsi protéger notre avenir en contrôlant l'immigration, améliorer le pouvoir d'achat et ainsi favoriser la croissance, renforcer l'économie locale, je tiens à le souligner, en soutenant notre agriculture et ainsi préserver notre souveraineté. Dimanche 30 juin prochain, votez pour votre candidate de proximité, Aurore de Clisson. Merci beaucoup, Aurore de Clisson. Olivier Nicolas, pour la candidature de Françoise Bézas sur cette deuxième circonscription. Oui, donc effectivement, j'appelle à voter pour la candidature de Françoise Bézas, parce que voter pour elle, qui est une femme de ménage, c'est voter pour justement quelqu'un qui est représentatif du monde du travail. Quelqu'un qui vit les mêmes galères que l'ensemble des travailleurs, qu'il s'agisse alors là du pouvoir d'achat, justement, effectivement, de payer son loyer, de se faire soigner, de supporter, enfin de voir avec anxiété là, les lettres qu'on nous envoie avec les factures de gaz qui vont augmenter de plus de 10%. Donc c'est voter pour quelqu'un qui effectivement, est représentatif du monde du travail. Et s'il y avait ne serait-ce qu'un seul député lutte ouvrière, le camp des travailleurs à l'Assemblée nationale, il serait les yeux et les oreilles justement du monde ouvrier dans cette Assemblée. Et il pourrait dénoncer les mauvais coups qui s'y préparent. Et surtout, quand même, ce qu'on veut dire, c'est que ces élections ne changeront pas le sort des travailleurs. Il n'y aura pas de bon parlement ni de bon gouvernement pour les travailleurs, tout simplement parce que la réalité du pouvoir elle appartient aux capitalistes. Et que tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, de gauche, ils sont aplatis devant les capitalistes. Et même si c'était un gouvernement d'extrême droite, il s'aplatira de la même manière devant les capitalistes. Il a déjà commencé d'ailleurs. Carole Ballu, pour le Front populaire. Alors, moi, les polémiques, voilà, maintenant j'ai 46 ans, tout ça, c'est dépassé, c'est la vieille politique à papa, hein, comme on dit. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on est tous différents. Voilà, on a tous des réalités de vie différentes. À un moment donné, qu'on soit agriculteur, pas agriculteur, qu'on soit en ville, qu'on soit en milieu rural, qu'on soit travailleur ou qu'on ne travaille pas, etc., qu'on ait de l'argent, qu'on n'en ait pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que là, désormais, on est à un tournant de notre histoire politique. Il faut faire société. Il faut remettre la discussion au cœur de tout ça. Il faut que, quels que soient les acteurs, leurs différences, il faut qu'on puisse se mettre autour d'une table, discuter et avancer ensemble. Donc les clivages, à un moment donné, voilà, tout ça, c'est terminé. Il faut entendre que oui, il y a des militants écologistes, oui, il y a des agriculteurs qui utilisent de la chimie. Il faut se mettre autour de la table, il faut trouver des solutions qui vont pour tout le monde. Mais en tout cas, je suis pour les libertés individuelles. Les gens qui nous écoutent, vous votez. Il n'y a aucun souci pour le parti que vous voulez, mais juste prenez le temps d'aller voir ce que les députés que vous allez élire et les députés du parti que vous voulez ont voté pour changer votre vie. Renseignez-vous, éclairez votre choix, s'il vous plaît. Merci Carole Ballu. Sandra Marceau, candidate de la majorité présidentielle pour ces élections législatives. Moi, j'appelle évidemment tous les modérés, ceux qui me connaissent sur le territoire, puisque j'ai labouré le terrain, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, depuis 7 ans.
du sud à l'ouest. J'ai travaillé avec toutes les sensibilités de gauche, de droite. J'ai travaillé bien sûr au service de tous les habitants et j'ai soutenu pas mal de projets économiques, associatifs, bien sûr, des projets citoyens, des problématiques aussi des citoyens et puis des collectivités. Donc moi, je suis pour l'apaisement, travailler pour le collectif. C'est ce que j'ai fait pendant 7 ans. Et ceux qui savent comment je travaille donc me connaissent bien. Et c'est ça que je défends vraiment principalement. J'ai fait remonter plein de choses, j'ai fait redescendre plein de choses. Les politiques publiques irriguent le territoire charentais. J'en ai parlé un petit peu sur les différents thèmes. Et moi, je veux qu'on continue, bien sûr, ensemble là-dessus. Et c'est ce que je défends, le terrain à tout prix, les Charentais à tout prix. Corentin Vincenot, c'est à vous de conclure ce temps de conclusion. Je pense que les Françaises et les Français aujourd'hui, ils en ont marre en fait qu'on leur mente systématiquement. Ils ont perdu foi aux institutions françaises. C'est hyper dommage parce que voilà, il y a une baisse aussi du nombre de votants, contrairement à d'autres pays européens qui ont aussi la même sensation et la montée aussi des extrêmes leur font peur. Moi, je suis un jeune parti, les gens ne connaissent pas forcément Volt, mais voilà, on a aussi beaucoup d'idées à mettre en place. Et je pense que les Français voilà, ont compris aussi l'enjeu de ces élections du 30 et du 7 juillet prochain. Donc je pense c'est un devoir aussi qu'ils doivent prendre part pour relancer la démocratie participative. Et du coup, moi, je les encourage à regarder tous les programmes avant d'aller voter et de se mobiliser en masse justement pour choisir pendant les 3 prochaines années, du coup, les personnes qui les représenteront à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Corentin Vincenot, merci à tous pour cette présentation de cette émission consacrée donc aux élections législatives sur la 2e circonscription de Charente, qui englobe, je le rappelle, les cantons de Cognac, Jarnac, Charente-Champagne, Charente-Sud, Tude-la-Valette et les communes du canton de Bohême-Échelle. Le premier tour, c'est dimanche, ici en Charente comme partout en France d'ailleurs. Merci à tous pour cette participation. Cette émission était en direct ce mardi 26 juin sur RCF de 11h à midi. Elle est retransmise ce soir sur Attitude de 18h à 19h15 comme ce matin jusqu'à 11h15 sur RCF Charente. Merci à Mathéo, merci à Fabrice, merci à Raphaël et merci à Kenan pour l'organisation de cette journée. Mathéo, tout spécialement élève étudiant du LISA en gestion de prod, qui nous a donné un très bon coup de main sur cette opération. Merci à tous.